Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter, pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement, avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Aujourd'hui, je vais te parler d'une situation assez compliquée que je vis avec ma fille actuellement, celle qui a 10 ans, on peut dire 10 ans en tout cas dans 2 semaines, qui me bouscule un petit peu, ça me fait réfléchir, ça me fait me remettre en question et ça m'a poussé à enregistrer cet épisode. Ce qui se passe, c'est que je n'avais pas anticipé, je n'avais pas pensé, à tort d'ailleurs, qu'avoir une éducation financière pouvait créer de l'inconfort chez mon enfant. Et à y réfléchir, c'était un peu naïf de croire que comme elle débute tôt, cette situation n'aurait rien provoqué comme frustration chez elle, mais c'est totalement faux. Actuellement, elle traverse une période où elle sent que tout ça, c'est injuste. Ça la frustre, ça provoque limite de la colère chez elle, tout simplement parce qu'elle se demande pourquoi elle est censée faire tout ça. Autant de travail, autant de répartition, autant d'analyse, de stratégie avec son argent, alors que les autres n'en font rien. Elle a cette sensation que si elle avait beaucoup plus d'argent, elle n'aurait pas à faire tout ça. Alors, comment ça se passe chez nous? C'est que quand elle reçoit son revenu, quand elle reçoit de l'argent, elle ne peut pas tout dépenser en dépenses plaisir. Donc, elle doit répartir entre ses différentes charges, entre ses différents projets, ses épargnes projets et une partie investissement. Et même si elle comprend le principe, même si elle en voit l'intérêt, émotionnellement, c'est quand même dur pour elle. Parce qu'elle voit les autres enfants recevoir de l'argent, le dépenser directement, sans se poser de questions, sans analyser, sans avoir une structure derrière. Et elle trouve ça injuste. Elle m'a dit, moi aussi, j'aurais aimé avoir une enfance normale. Pourquoi moi, je dois faire tout ça? Et là, je me suis dit que je la comprends, mais totalement. Et vraiment, je la comprends parce que ce que je lui demande de faire, c'est ce que des adultes ne font pas encore. Certains adultes ne le font pas encore. Et surtout, parce que son besoin d'appartenance est encore très fort. Et c'est plus fort que sa capacité de projection. C'est-à-dire que son besoin de ressembler aux autres, d'être intégré dans un groupe qui fait exactement comme elle, c'est fort. Et là, limite, on la sort de ce groupe en lui disant, non, ok, les autres font tous comme ça. C'est leur normalité, c'est comme ça qu'ils font. Mais toi, tu dois faire différemment. Alors qu'elle est dans un âge entre 6 et 12 ans où, dans son plan de développement, ce qui compte, ce qui a vraiment de l'importance, c'est d'être acceptée dans son groupe, c'est d'avoir cette place qui lui est dédiée. Donc, elle veut faire comme les autres. Et cette différence-là est vraiment perçue, en tout cas à son âge, comme un motif d'exclusion potentielle. C'est-à-dire que si on remarque qu'elle ne fait pas comme nous, peut-être qu'elle ne mérite pas d'être avec nous. Donc, elle se sent différente. Et cette différence-là, elle n'en veut pas. Pour elle, c'est plus un poids qu'un bénéfice. En tout cas, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Un jour, elle m'a dit qu'une de ses copines avait un fonctionnement qui, à ses yeux, était totalement plus simple que le nôtre. C'est-à-dire que ses parents lui donnent de l'argent de poche, sans aucune règle derrière. Et que d'ailleurs, ses parents ont mis en place ce système de rémunération des tâches ménagères, un système qui est un peu plus flou que le nôtre. En tout cas, sa rémunération à elle est de 5 € par tâche. Et là, je lui demande, du coup, combien elle gagne, ta copine? C'est quoi son revenu? Elle m'a dit, rien, puisqu'elle m'a dit qu'elle a la flemme, elle n'a pas envie de faire ces tâches-là. Donc, elle préfère passer à côté de cet argent-là et ne rien faire. Et là, ça a ouvert une discussion, mais qui à mon sens, est totalement essentielle. C'est que oui, sa copine a une opportunité différente. Sa copine a l'occasion de faire bien plus d'argent qu'elle. Et avec peut-être plus de facilité, plus de rapidité en tout cas. Et potentiellement, en une journée de motivation, elle pourrait faire le même revenu que ma fille. C'est-à-dire que ma fille fait en moyenne en une semaine entre 10 et 20 €. Alors que son amie, en faisant 4 tâches dans la journée, pourrait avoir bouclé le budget de ma fille en une seule journée. Pourtant, elle n'en a pas envie. Pourtant, elle a la flemme de le faire. Et ce qui
la ramène donc à un revenu hebdomadaire de 0, puisqu'elle ne fait rien. Et ça m'a donné l'opportunité d'expliquer à ma fille qu'avoir les opportunités, c'est une chose. D'ailleurs, il y a des gens qui ont sans doute plus d'opportunités qu'elle, plus d'argent qu'elle. Mais par contre, les actions qu'on met en place, c'est totalement autre chose. Tu peux avoir des plus belles conditions, tu peux avoir les plus belles chances dans la vie, mais si tu n'en fais rien, si tu ne bouges pas, si tu ne poses aucune action, ben, ça va donner comme résultat zéro. Il va rien se passer. Et donc, ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'est que elle agit, elle est dans l'action, elle a une organisation, elle a une régularité. Elle a des missions qu'elle fait chaque jour et à la fin de la semaine, elle est certaine d'avoir son revenu. Elle a généré entre 10 et 20 euros par semaine. Pas parce qu'elle a eu de la chance, pas parce que nous, ses parents, à notre bon vouloir, on a décidé soit cette semaine de lui donner 5, soit la semaine prochaine de lui donner 10. Non. Par rapport à ses actions, elle a eu comme résultat ce revenu. Par rapport à ses actions à elle seule, à sa régularité, à sa constance, à sa discipline. Et c'est ça qui fait la différence, qui fera en tout cas la différence dans sa vie future et même aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça nous a permis d'aborder le sujet du coût de l'inaction. C'est-à-dire que le coût de l'inaction, c'est vraiment le coût invisible qu'on ne voit pas réellement, mais qui fait que, à force de ne pas agir, de ne pas se structurer, de ne pas s'organiser, on passe à côté d'opportunités. Et ça, c'est une notion qui, à mon sens, qui est aussi importante de transmettre, parce que souvent, on pense que c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent qu'on n'arrive pas à avancer dans nos projets. Mais le problème, c'est de ne rien faire avec ce qu'on a déjà, qui fait qu'on reste enlisé dans une situation qui nous déplaît. Alors, même en ayant abordé cet aspect-là avec elle, ben, elle a compris. Oui, elle a compris parce que les mots ont du sens, mais dans son état émotionnel et dans sa vision des choses où elle a besoin d'être dans une communauté qui lui ressemble, ça ne lui parle pas. Ça rentre dans une oreille et ça passe par une autre. Elle a vraiment l'impression d'être la seule à devoir structurer, à devoir penser, et à ne pas pouvoir juste profiter de son argent. Même si elle comprend l'intérêt en soi, elle comprend le principe et le système qui est mis en place, mais c'est totalement différent de ce qu'elle ressent. Elle ressent qu'on lui impose une rigueur que les autres n'ont pas. Elle ressent qu'il y a une grande privation simplement parce que elle ne peut pas faire tout ce qu'elle aurait envie de faire au moment où elle aurait envie de le faire avec son argent. Et on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas en vouloir aux enfants de penser ça parce que nous-mêmes, adultes, on a les mêmes réflexions. Bien sûr qu'on aurait envie de juste passer la carte bleue et de ne pas réfléchir à quoi que ce soit d'autre derrière. Ce serait la facilité. Et il y a beaucoup d'adultes qui ont encore cette manière de fonctionner. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils le font, eh bien, que c'est comme ça que c'est censé se passer. On est actuellement dans une situation éducative où ce qui n'est pas normal, c'est-à-dire le fait que l'éducation financière arrive trop tardivement dans la vie, aux alentours de 30-40 ans, que ce qui n'est pas normal, cet état-là, finalement devienne notre réalité, la réalité de nos enfants, et ils se disent, ben non, je suis pas censé vivre comme ça aujourd'hui. Je suis pas censé apprendre à gérer mon argent là maintenant. Je devrais faire ça plus tard quand je suis adulte. Et aller faire comprendre ça à un enfant. Aller lui faire comprendre que ce qu'elle apprend aujourd'hui, ça va lui permettre d'aller tellement plus loin, tellement plus vite dans la vie si elle garde ses principes. Aller lui faire comprendre ça. Donc, même si je n'avais pas appréhendé cette notion-là auparavant, j'ai compris en fait que mettre en place un système éducatif financier pour mes enfants qui diffère de celui des autres familles, ça peut créer un malaise envers mes enfants. Et je le répète, je revois ma fille en train de me le dire en pleurant, qu'elle aurait juste envie d'avoir une enfance normale, et je dis normale entre guillemets, parce que son mot m'a vraiment interpellée. Pour elle, la normalité, c'est de juste dépenser sans y réfléchir. C'est pouvoir faire comme les autres, ne pas être celle qui doit expliquer qu'elle ne peut pas acheter maintenant sur un coup de tête parce qu'elle a un budget, ne pas être celle qui doit dire non alors que tous les autres disent oui, alors que tous les autres ont une attitude qui est totalement différente. Elle n'a pas envie non plus d'être celle qu'on regarde parce qu'en fait, elle pose trop de questions, elle se pose trop de questions avant d'acheter. Et même si elle comprend le sens de ce qu'on met en place, même si elle est d'accord avec le principe et que ça l'aide à avancer, le prix social à payer pour elle est parfois trop lourd. Parce que dans sa tête, à cet âge-là, ce qu'elle veut, c'est être comme les autres et non pas être éduquée différemment. Et crois-moi, à ce moment-là, en tant que maman qui a envie d'écarter toute la misère du monde pour ses enfants, j'avais juste envie de
d'arrêter. J'avais envie d'enlever ça, en fait, qui crée cette inconfort chez elle. Et pourtant, je sais très bien quel est le bénéfice. Bien sûr, je me suis rappelé de pourquoi je fais ça et quel est l'intérêt qu'elle aura plus tard à suivre ces principes. Mais sur l'instant, j'ai senti ça, je l'ai ressenti de manière particulièrement juste pour moi aussi, pour nous les parents. Parce que face à ça, moi, je me suis sentie totalement impuissante. Je ne peux pas changer le monde dans lequel elle va évoluer. Je ne peux pas forcer les autres enfants à gérer leur argent. Je ne peux pas dire aux autres parents, écoute, ce serait peut-être mieux si toi aussi tu faisais comme ça, ça faciliterait les apprentissages de chacun parce qu'ils se reconnaîtraient dans le groupe, ben, ils s'élèveraient en parlant d'argent. Je peux pas faire ça. Donc, mais ce que je peux faire et ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est accueillir son émotion et j'ai compris que c'était dur. Parce qu'au départ, ça a été très challengeant pour moi de budgéter, de fonctionner différemment que, je dirais juste à l'instinct avec les pratiques que j'avais déjà auparavant. Parce que je me suis rappelé que ce qu'elle vit maintenant, ben, beaucoup d'adultes le découvrent aux alentours de 30-40 ans, que ce qu'elle vit maintenant, c'est exactement ce qu'elle aurait vécu plus tard en découvrant les mêmes principes. Et que même si c'est inconfortable pour elle, ça reste une chance. Parce que là, elle le vit dans un cadre qui est sécurisé, elle le vit avec ses parents autour, elle a des mots pour en parler, des mots qui sont précis, elle a une structure pour l'aider à comprendre. Et même si c'est inconfortable pour elle et pour moi, ça reste une chance pour elle de grandir dans un cadre où l'argent n'est pas un tabou, où l'argent a une structure, a une stratégie, a un but précis et que c'est perçu comme un outil et non pas juste de l'argent, juste là à être dépensé. Et cette situation, même si pour l'instant elle n'en voit pas les avantages, ça lui permet aussi d'apprendre que tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles. Tout le monde ne démarre pas avec les mêmes avantages et avec les mêmes cartes à jouer. Qu'il faut juste apprendre à rester fidèle à ses valeurs et aux stratégies qu'on a mis en place dans des buts précis et apprendre à ressentir et à choisir de continuer quand même. Et même si sur l'instant c'était vraiment dur pour moi de la voir comme ça, mais je me suis dit, mais en fait, déjà, je suis totalement fière d'elle parce qu'elle traverse cette phase avec 20 ans d'avance par rapport à des adultes. Donc, je suis vraiment fière d'elle. Elle arrive à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Et surtout, ça veut dire qu'elle parle argent quand elle est à l'école. Ça veut dire que sa réflexion la pousse à avoir un esprit d'analyse par rapport à ce que font les autres et à reconnaître qu'il y a un manque de structure, il y a un manque d'action qui lui permet à elle d'avancer, de se structurer, alors que les autres ne le font pas. Donc, dans tout ça, ce que j'ai envie de retenir, c'est que c'est inconfortable pour elle. Si j'avais eu le choix, ben, je la ferais vivre dans un monde où il n'y a pas besoin de faire de budget, il n'y a pas besoin d'avoir de stratégie financière. Mais en même temps, je vois qu'elle réfléchit, qu'elle l'analyse, qu'elle pense, qu'elle questionne. Et c'est le signe que la petite graine de l'éducation financière pousse bien, ça avance. Et ça avance même si aujourd'hui, elle n'a pas encore la hauteur suffisante pour pouvoir voir ce qui se met en place et l'intérêt qu'elle aura dans le long terme. Parce qu'elle vit encore dans l'immédiat. Elle vit dans l'ici et maintenant et elle voit bien qu'autour d'elle, les autres enfants ne fonctionnent pas comme elle. Alors, c'est normal de penser que c'est elle le problème, que sa manière de faire n'est pas totalement juste. Et moi, de mon côté, j'ai juste envie de me dire que le monde n'a pas encore totalement changé. Le monde n'a pas encore décidé de
développer cette éducation financière de manière massive auprès de nos enfants, mais aussi de manière totalement factuelle et structurée. Et ce que j'ai envie de croire, c'est que aujourd'hui, cet inconfort qu'elle vit, eh bien, que ses enfants à elle ne le vivront peut-être plus. Peut-être qu'à ce moment-là, ce sera déjà tellement répandu qu'au même titre que les mathématiques, le français ou la géographie, l'éducation financière devrait être une matière qui est enseignée à l'école. Et si ça n'est pas fait à l'école, que chaque parent se dise, je prends le temps, je prends une heure, allez, ou quelques conversations dans la semaine pour vraiment mettre de manière structurée un plan pour que nos enfants arrivent à gérer un budget, à savoir ce que c'est, comment le gérer et surtout à faire travailler leur argent pour en gagner plus. Pas juste travailler pour avoir de l'argent. Pour ça, ça demande que nous, on ose être aussi des parents qui sont différents. Et ça peut aussi créer le même inconfort que chez les enfants. Ne pas faire comme les autres parents, ça demande du courage, ça demande de s'assumer, d'accepter que ça peut créer un malaise qui est temporel pour créer une nouvelle normalité. Un nouvel avenir où on se dit que oui, que nos enfants parlent argent à la récréation, c'est normal. Que nos enfants développent leur business avec leurs amis, c'est totalement normal. Que ça parle d'épargne imprévue, d'épargne projet ou d'investissement à 10 ans, que ce soit aussi totalement normal. Donc aujourd'hui, elle voit la différence comme un poids et j'ose espérer que demain, elle le verra plutôt comme un cadeau, qu'elle le verra juste comme un passage de sa vie. Un moment qui a été inconfortable, mais qui est maintenant, dans son futur, totalement bénéfique. C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori financière.